1960, le Fédéral Express, amarré à la section 43 du port de Montréal, est heurté par un cargo désemparé. Câble rompu, coque ouverte, il sombre dans le chenal par 40 pieds de profondeur, créant ainsi un récif d'acier, obstacle au trafic portuaire. Le département des Transports n'a pas hésité à confier cet énorme travail à la compagnie Foundation du Canada, comme entreprise pilote. Celle-ci, à son tour, demanda l'IUC comme sous-contracteur pour la réalisation de la démolition sous-marine. Afin de coordonner et d'expliquer le processus des opérations, une conférence réunit ingénieurs et techniciens participants. La presse était également présente. Voici sur le tableau le schéma du travail. Le bateau est couché sur le côté et un déflecteur est de toute nécessité. Celui-ci sera composé de 5 tours ancrées solidement dans le lit du fleuve et soutenant un rideau de pales planches. Un obstacle continu aurait provoqué un violent contre-courant. Les laboratoires hydrauliques La Salle ont prévu des brèches qui permettront d'équilibrer les remous ou tout au moins de les réduire. Sur les tours, une plateforme sera aménagée pour nous servir de base de travail. Nous établirons ensuite un rideau de bulles d'air dont le but sera de protéger quais et navires contre les ondes de choc provoquées par les explosions. Le premier travail consiste à débarrasser la cale centrale du cargo. Pressés par le temps, facteur essentiel vu la saison avancée, nos plongeurs aménagent leurs quartiers généraux dans le chenal. Ces tubes inusités qui percent la surface furent mis en place pour délimiter l'épave. Le courant, impitoyable et difficile à contenir. De toute évidence, il était impossible de demander aux plongeurs de s'élancer vers une telle aventure sans une protection adéquate. Chaque plongée serait en effet devenue un cauchemar. Le plongeur entraîné dans les câbles ou bloqué dans ce compartiment était absolument incapable de s'en sortir. En attendant la réalisation du déflecteur, une solution provisoire fut adoptée. Un bâtard d'eau de planche supporté par des poutres d'acier fut monté à l'extrémité d'un ponton, permettant ainsi aux plongeurs d'amorcer le percement de la coque. Le dessin indique bien la position difficile dans laquelle reposait le Fédéral Express. Il fallait donc pratiquer les ouvertures dans son flanc afin d'en retirer les 500 tonnes de cargaison enchevêtrées au fond de la cale. Munis d'un matériel perfectionné et avec d'infinies précautions, nos plongeurs commencèrent à découper la coque. En effet, des fûts de carbure avaient dégagé au contact de l'eau de l'acétylène qui s'était amassé sous les parois supérieures. Chaque coup perforant pouvait donc causer une explosion désastreuse. Une liaison téléphonique constante avec les plongeurs permit d'éviter toute fausse manœuvre dont le résultat aurait pu être catastrophique. Vérification. Allô. Le plongeur s'engage à l'intérieur de la cale préalablement ouverte. Foundation a fait installer sur le ponton une puissante grue et les efforts conjugués des plongeurs et des grutiers permirent de sortir toute la cargaison. Ceci n'était pas une mince affaire. Dans le noir, au fond, le plongeur devait en tâtonnant identifier les éléments de la cargaison amoncelés dans l'épave, puis les amarrer solidement au grappin. En surface, il annonce que tout est prêt. Les fûts sortent de l'eau. Certains
vomissent le carbure. D'autres ont explosé sous la pression des gaz. Certains fûts ayant pris feu, un nettoyage méthodique du ponton est nécessaire. Et jour après jour, pendant que la Foundation construit le déflecteur, les plongeurs de l'IUC, tenaces et infatigables, sortent le fret. Le courant, les remous, bientôt nos hommes y travailleront. Le déflecteur s'érige et oppose déjà au courant sa masse d'acier. Ici, les jours sont minutieusement calculés, laissant passer le flot et annulant ainsi les remous qui débordent de chaque côté de ce bouclier. Les tours sont maintenant ancrées solidement dans le lit du fleuve. Le déflecteur est en place. Mais il faut faire vite, car il ne fut pas étudié pour résister à la pression des glaces, s'il le fut pour résister à la force du courant. La technique proposée par notre société était de découper d'abord l'arrière, puis l'avant. Les superstructures découpées et sorties, les cales libérées du fret, le reste pourra être enlevé par section, de façon à ce qu'il ne demeure rien du Federal Express. De la théorie, passons maintenant à la pratique. La plongée se fera désormais derrière le grand déflecteur. Malgré son ampleur et la qualité de sa construction, ainsi que les études hydrauliques approfondies, il ne réussit pas complètement à freiner la violence du courant. Au milieu de toutes ces difficultés, il s'agit de fixer les explosifs. Pour ce faire, le plongeur doit reconnaître l'endroit adéquat, bien que l'eau soit assez trouble. Assis au pistolet Ramset. Pendant ce temps, à la surface, on prépare les explosifs. It's your baby. Yeah. That's bad one. What's wrong? Haven't you learned to tie a knot? Can't pass a rope through a needle thread. Say, you want a funnel to find a hole? Okay. Enough for the funny stuff. L'opération terminée, le plongeur remonte s'approvisionner de Submagel 95. Cet explosif spécial conçu par CIL est destiné aux travaux sous-marins. Les cartouches sont reliées entre elles par un cordeau détonnant, le primer cord, dont la vitesse d'allumage est de 20 000 pieds à la seconde. De quoi découper les tôles comme du vulgaire papier. Plongeur, avec la désinvolture de celui dont le métier est d'évoluer quotidiennement dans les profondeurs,
retrouve dans l'eau son élément. Il s'en va ainsi avec sa chaîne d'explosifs sous le bras. Celle-ci sera attachée solidement à l'épave et reliée à la surface par le cordeau détonnant. Concentrant ses efforts sur son travail, il n'a guère le loisir de s'arrêter aux dangers immanents. Il place les cartouches bout à bout, afin que l'explosion résultante soit linéaire et tranchante. En remontant, il indique que tout est prêt. On vérifie les contacts. Feu. Les 150 tonnes de la poupe sont remontées d'une seule pièce. Le Scarborough n'a pas trop de toute sa puissance pour se saisir de cette masse de quelques 55 pieds de long. Puis les explosions se succèdent. Il faut faire vite. Le temps presse et la hantise des glaces prochaines se précise de plus en plus. Une autre charge sous l'eau. Ces énormes réservoirs contiennent l'air nécessaire à la formation du rideau de bulles d'air, dont le but est d'amortir les ondes de choc produites par les explosions. Encore un coup au but. La ligne de tir est remontée. Certains jours, jusqu'à 43 explosions ont tonné au milieu du port. Seules des années d'expérience ont permis une telle cadence. La proue remonte lentement, portant le nom désormais célèbre du Federal Express. Danger, toujours danger. Le plongeur doit se glisser sous la masse d'acier afin de s'assurer que rien ne le retient au reste de l'épave avant qu'on ne largue le Scarborough. Tel un crabe immense, le Scarborough emporte sa proie entre ses pinces. Les remorqueurs de la compagnie McAllister, luttant contre le courant, l'amènent à la section 53, où là, une énorme grue du port prendra la relève.
Lentement, la pièce est déposée sur le quai. Tout proche, d'autres navires plus fortunés passent indifférents à ce triste spectacle. Les hommes paraissent bien petits devant cette énorme masse torturée. Ces tôles découpées et tranchantes présentaient un danger continuel pour les plongeurs, tandis qu'ils se faufilaient dans le labyrinthe des tranchées ouvertes par la dynamite. Perpétuel combat, l'homme contre la matière. Dans des conditions normales, plonger est un sport, mais les techniciens plongeurs de l'IUC sont des professionnels, des maîtres du danger et du risque calculé. Ces hommes n'ont pas, tel le sportif, le choix des conditions. Leur travail est strictement du domaine du génie maritime. Malgré les conditions difficiles de ces travaux, aucun accident ne fut à déplorer. Jour et nuit, des hommes se remettent. L'IUC a employé 18 de ses plongeurs et sans pour cela diminuer l'activité des autres chantiers en cours. Le Scarborough, lui, continue à saisir les morceaux que les plongeurs lui fournissent sans arrêt. Travaillant des deux bras, soulevant d'un côté d'énormes transformateurs destinés à Port-Cartier, de l'autre des débris informes qui montrent la violence des explosions. Auxiliaires du Scarborough jonglent avec les superstructures plus légères. Cheminées et cabines de pilotage ne serviront plus. Elles sont même devenues difficiles à identifier. Les morceaux sont remontés. Les élingages sont difficiles et il faut choisir judicieusement les points d'amarrage. Les clauses du contrat spécifiaient un ratissage complet des lieux du désastre. Inlassablement, aveuglément, la benne finit le travail. Ses mâchoires énormes accrochent les débris restés au fond. Tôle arrachée, poutres démolies. Rien ne marquera désormais l'endroit du désastre. Tout est sorti. Hommes et machines ont eu raison de l'épave, et cela dans un temps record. De cette épopée, arrêtons-nous pour regarder les restes tordus, déchiquetés, de ce qui fut jadis une unité active de la marine canadienne. Ceci est un mât qui, sans doute, était fièrement pavoisé lors du lancement du navire.
Ici le moteur qui l'a propulsé pendant des milles et des milles à travers des océans. Ferrailles informes dont on a du mal à reconnaître l'origine. Désolation dans toute sa tristesse. Mais l'obstacle n'est plus. Le port de Montréal est libre. C'est encore une grande réussite de l'IUC, réalisée à la satisfaction totale de ses clients. Une fois de plus, elle a maintenu sa réputation, qui est de toujours faire face à ses engagements. Et l'un de ses chefs d'équipe, devant l'état-major du projet, peut affirmer avec une fierté bien légitime, mission accomplie.
ponts du Québec, il se passe des choses étranges depuis quelque temps. Une activité inusitée règne autour de certains d'entre eux. Sur des pontons et des passerelles flottantes amarrées à leurs piles, des hommes s'affairent autour d'engins bizarres, tandis que les êtres amphibies apparaissent et disparaissent dans les eaux sombres et parfois tumultueuses de nos rivières. Il s'agit ici du pont de Calumet sur la rivière Rouge, près de Hawkesbury. Ce pont, construit en 1942, semblait parfaitement solide et sûr. Cependant, les ingénieurs responsables du ministère des Travaux publics de la province avaient remarqué que les vibrations anormales se produisaient au passage des gros camions et prièrent IUC de vérifier la partie immergée des piles pour en contrôler l'état. Les plongeurs techniciens découvrirent qu'à la base de ce pilier de 35 pieds de long existait une énorme cavité de 15 pieds de profondeur, causée par un courant assez violent et par l'érosion et les glaces dans cette rivière peu profonde. Cette cavité risquait de provoquer à brève échéance un basculement complet de la pile et l'effondrement d'une partie du tablier. Notre premier travail a consisté à installer sur le fond naturel de la rivière une plaque d'acier servant d'assise à une solide colonne métallique supportant un vérin hydraulique de 100 tonnes surmonté d'une autre plaque d'acier recouverte de sacs de sable. Leur utilité est de répartir la poussée du vérin de façon égale sur la surface irrégulière du plafond de la cavité et d'assurer ainsi un soutien temporaire du pilier pendant les travaux de réfection. Ce dispositif d'urgence étant installé, une ville de télévision sous-marine de IUC fut amenée sur les lieux pour permettre aux ingénieurs du ministère de constater eux-mêmes l'importance des dommages. Nous vous présentons ici un résumé de cette inspection télévisée, filmée sur l'écran même du poste récepteur grâce au procédé connu sous le nom de kinescope. Le plongeur caméraman est ici couché sur le dos, à l'intérieur de la cavité, et vous en montre la lèvre supérieure. Vous pouvez remarquer la surface de l'eau qui réfléchit la lumière extérieure et se comporte, vu de dessous, comme un véritable miroir. Nous allons ainsi parcourir tout le bord supérieur de la cavité, ce qui va vous donner une idée de ses dimensions. Nous sommes maintenant en face du rideau de pale planche qui servira de coffrage. Ce rideau a déjà été partiellement mis en place à l'avant-bec de la pile pour protéger les plongeurs techniciens contre le courant et les rondins, connus sous le nom de pitounes, et qui descendent constamment la rivière. La hauteur des pales planches indiquant la profondeur de la cavité à cet endroit. Voici le front de la rivière, couvert de pierres, et de nouveau le plafond de la cavité, où le plongeur caméraman va vous montrer de sa main libre à quel point le béton est désagrégé. Il est une théorie selon laquelle en hiver, l'air froid, entraîné sous forme de bulles par le courant et les remous, provoquerait sous l'eau des formations de glace sur les structures immergées. Ceci aurait pour conséquence, par phénomène d'osmose, cette désagrégation profonde du béton.